Alors, cette fois, mes petits albatros, vous vous êtes certainement dit en cliquant, ça y est, le gonze, il a pété les plombs, et il va nous révéler son appartenance aux Illuminati, je sais pas comment vous me faites ça. Non, je suis désolé, c'est pas une vidéo tutoriel pour atteindre différentes strates, différentes couches de l'obscurantisme ou de je ne sais quelle organisation. J'en suis navré pour ceux que ça déçoit. On vous laisse le temps de remballer et de nous laisser tranquilles, parce qu'on va aborder aujourd'hui un vrai sujet me concernant, puisqu'il s'agit de mon métier, entre guillemets, de la chose qui me fait gagner ma vie, et surtout de l'expertise que j'essaye de développer le plus récemment, mais depuis pas mal d'années. Et je vais vous expliquer déjà pourquoi est-ce que je vous parle d'un triangle dans le titre de cette vidéo. Alors, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, je vais vous demander de vous imaginer que vous avez littéralement un cheat code, donc un code de triche pour les francophones exclusifs, qui vous permettrait à chaque fois dans la vie que vous vous cassez la gueule, c'est-à-dire que vous vous effondrez d'un point de vue situation, finance, banqueroute, échec entrepreneurial ou en tout cas, ouais, voilà, pécunier tout simplement, peu importe que vous soyez entrepreneur ou pas. Imaginez que vous avez un cheat code, un code de triche donc, et que ce cheat code vous permet d'avoir accès à des vies illimitées. C'est un peu, vous savez, comme ce bouton, comment ça s'appelle, Try Again. Vous savez, Try Again sur les Game Boy, les consoles, etc. T'essayais de passer un niveau, t'y arrives pas, tu te ramassais comme une lamentable merde, ou pas, parfois t'étais à ça de passer, et soit t'avais plus de vie, et du coup, fallait que tu... Je sais même plus ce qu'on faisait à l'époque où les jeux n'étaient pas encore des immenses systèmes de raquettes organisés pour faire cracher de l'oseille à des enfants décérébrés qui utilisent le smartphone de leurs parents. Ouh, celle-là, elle a été dure à sortir. Aujourd'hui, les gamins, ils payent, ils achètent des crédits, ils font ceci, ils font cela, ils pulvérisent évidemment le numéro de CB et leurs données personnelles, soit les leurs, soit ceux de leurs géniteurs, donc dans un système qui est juste qui est plus un business SaaS qu'un jeu. Et je pense qu'ils ont accès à de nouvelles cartouches, si j'ose dire, de nouvelles vies. Nous, à l'époque, c'était un petit peu plus simple, on va dire. Tu recommençais peut-être, alors parfois je crois tu te cassais la gueule à un certain truc, tu recommençais de beaucoup plus loin, ce qui était une sorte de sanction, plutôt que de te faire payer cette sanction-là avec de l'oseille que tu aurais durement gagné et sur lequel l'État s'est déjà servi comme un pornographe. Bah tu repartais d'un petit peu plus loin sur l'avancement des niveaux, et donc ça avait un coût, ça démotivait les moins joueurs, les moins fair-play, enfin les moins, pas fair-play, mais les moins motivés. Et donc voilà. Et donc imagine que toi, dans la vie, t'es comme ça, mais t'as un code, et à chaque fois que tu t'éclates la gueule par terre, alors je te dis pas que tu restes là où tu t'es éclaté la gueule, je te dis pas que tu revois pas un petit peu plus loin, tu reviens un petit peu plus loin, mais sans avoir besoin d'aller mendier, sans avoir besoin d'aller te prostituer, sans avoir besoin d'aller faire de la danse du ventre pour une quelconque administration, eh ben t'as un moyen. Alors attention les amis, je vous parle pas d'un moyen instantané et de la poudre de fée qui fait que d'un coup vous devenez millionnaire, sinon quel intérêt en fait d'attendre de te casser la gueule pour activer ce cheat code. Mais t'as un moyen qui fait que à chaque fois que tu te rétames financièrement donc, tu peux recommencer. Tu ne meurs pas. Alors, ça vous a l'air un peu bête et méchant ce que je dis. Considérez un petit peu, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans le sujet, le nombre de gens que vous connaissez qui se sont pris un réel mur financier. On peut aller dans des situations et des faits caricaturaux pour que ça permette à tout le monde de saisir la chose. Si on repense par exemple à 2008, à la crise des subprimes, comme tous les gonzes de la finance aiment à rappeler, j'ai pas beaucoup d'amis qui vivaient aux États-Unis à ce moment-là, mais j'en ai quelques-uns. Ça a été une bombe nucléaire pour l'essentiel des foyers de la classe moyenne et inférieure de cette société-là, de cette civilisation avancée que sont les États-Unis. Excusez-moi, j'ai la bougeotte, mais j'ai un pull qui me gratte, et je regrette de l'avoir mis, mais on n'est pas des petites baltringues sur cette chaîne-là, et même s'il faut que je me gratte et que je gesticule pendant toute la vidéo, je vais le faire. Donc voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que ça peut avoir l'air de rien comme briefing, comme promesse de médicament. Ouais, t'as un cheat code qui te permet de recommencer à chaque fois que tu t'exploses. La réalité, les amis, c'est qu'il y en a un paquet qui s'en sont pas relevés de faire banqueroute d'un point de vue personnel, professionnel ou les deux. Banqueroute, c'est vraiment, bah j'ai tout perdu, j'avais construit, potentiellement j'avais des actifs, j'avais constitué des assets, j'avais construit des choses, j'avais de la valeur qui rentrait,
de par mon travail ou pas, peu importe comment vous faisiez les choses. Et là, bah, tout a cramé, soit parce que j'ai fait de la merde et que, bon, bah, à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités, soit parce que les aléas d'une destinée très fluctuante et totalement imprévisible font que certains gagnent, certains perdent. Et tous les jours, ça recommence. Et on est à l'abri de rien. On a vu dans l'histoire financière des mecs plus solides que le terme solidité lui-même en 24 heures. Alors, tout perdre, je sais pas. Euh, J'ai pas assez de culture approfondie du sujet. Mais si on a des cocos dans l'audience qui sont cultivés là-dessus et pas juste inspirés, mais qui ont vraiment de la connaissance et des choses à nous partager, bah dites-nous combien de mecs vous connaissez, dont vous connaissez dans votre culture, que vous connaissez pardon, dans votre culture, se sont complètement rétamés au sous-sol après une banqueroute, qu'elle soit encore une fois personnelle ou professionnelle. Bon, on va pas tergiverser 300 plombes. Ce cheat code, il est simple, il porte un nom, et ce nom, c'est la vente. Alors, je vous laisse 2 secondes pour encaisser la nouvelle. Et dire, ah, tout ça pour ça, putain, il nous a fait un teasing de l'espace pour ça. Oui, mais on va aller un petit peu plus loin. Vous me connaissez, vous commencez à comprendre un petit peu le concept de ce format et de cette chaîne. Le but du jeu, c'est pas de sortir des aphorismes bien pensés ou des poncifs bien glissés, c'est d'aller un petit peu au-delà du propos. Ça vous convainc, tant mieux. Ça vous convainc pas, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Mais là, je vais vous parler avec vraiment à la fois du cœur, du perso, et à la fois de la connaissance et donc du professionnel, parce que c'est un sujet qui me concerne dans plein de points. La vente, c'est vraiment le bouton, la compétence, le fait d'être soi-même compétent en vente, d'avoir cette arme-là dans son arsenal, à différents niveaux forcément. C'est vraiment un cheat code, donc un code d'Autriche qui permet de restart dans la vie tant qu'on n'a pas touché le fond ultime qui serait la mort. Et effectivement, la vente ne vous sortira pas d'un état de décès déclaré. Par contre, ce que la vente permet de faire, et après je vais vous emmener dans cette notion de triangle, pourquoi le gars triangle, etc. Qu'a-t-il pris comme drogue, qu'a-t-il pris comme dérivé de morphine? Rien du tout. J'ai juste beaucoup cogité sur cette discipline, sur cette matière, et j'en ai fait mon expertise entre guillemets, parce que j'y ai trouvé des leviers. Et un des principaux trucs que la vente fait quand elle est un tant soit peu maîtrisée par les gens et que les gens peuvent vraiment prétendre l'avoir comme corde à leur arc, et c'est une corde qui est quasiment imperdable, à moins que vous, malheureusement, soyez touché par quelque chose de neuro, que vous preniez le bus 62 dans la gueule, ou que vous décidiez de boire le fond d'une bouteille de Javel pour voir quelle saveur ça a, et que finalement ça erase absolument tous les neurones qui vous restaient. A priori, la vente, même si elle va évoluer, même si elle va être contrainte de subir des progressions et des mises à jour, et de s'adapter au fil de l'eau et du temps, la vente, ça reste un truc assez basique, dans le sens non péjoratif du terme. C'est un principe premier presque. En tout cas, elle contient des principes premiers qui permettent de s'en servir, peu importe les époques, peu importe à quel moment vous avez besoin de vous en servir. Et je vous disais, la première chose que la vente a comme effet quand elle commence à être maîtrisée, c'est un effet un peu vaccinant, un espèce de remède contre la peur du vide. Pourquoi je vous dis la peur du vide? Parce que je vous parle de la peur du vide dans le cadre, dans l'image d'une chute ou d'un vertige, du fait de se pencher au-dessus de rien. On a tous peur du vide. On a peur de prendre des risques, on a peur de perdre ce qu'on a, on a peur de faire le mauvais pas, on a peur de descendre dans les échelles, qu'elles soient sociales, économiques, sentimentales. Mettez l'adjectif que vous voulez derrière, là j'en ai plus. Alors qu'en réalité, on va juste rentrer un tout petit peu là-dedans. Si on est honnête, enfin pas honnête, mais si on est cruciaux dans notre analyse, on n'a pas peur du vide, on a peur du sol. C'est-à-dire que le vide, c'est ce qui nous sépare du moment où ça va taper un peu fort et ça va finir en tartare, voire en ceviche, quoi. C'est-à-dire qu'après l'impact, normalement, faut une petite raclette pour ramener les morceaux ensemble. On peut essayer d'en faire une présentation un peu gastro, mais a priori, vous ne ferez pas les JO cette année. Donc vous avez peur, on a peur du vide, parce que c'est pendant la déchéance, c'est pendant le moment où l'on choit, le moment où on chute, que le vide nous fait sentir le rapprochement avec le moment où ça va faire mal. Donc en fait, on n'a pas peur du vide, on a peur de la fin du vide, on a peur du sol. Ça, c'est assez important, parce que la peur du vide, c'est une illusion qui est quand même assez incroyable, qui est je crois, si je dis pas d'énormes conneries, qui est assez fondamentale dans notre ADN, dans notre génétique,
parce que je crois que l'humain actuel, en tout cas, ou l'homo sapiens, ne vient au monde qu'avec 2 phobies avérées. Alors après, il y a forcément des mecs qui ont des bugs et qui ont des cases en moins ou en plus et qui n'ont pas peur de se jeter d'un gratte-ciel, alors tant mieux pour eux, ça leur permet de faire des trucs assez impressionnants et notamment de travailler comme ambassadeur pour Red Bull. Mais pour le commun des mortels, normalement, on arrive au monde avec la peur des hauteurs, c'est-à-dire qu'on n'est plus des mammifères qui avons des pieds en forme de main, comme nos ancêtres, enfin les primates, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est nos ancêtres, mais en tous les cas, notre remontada rembobinage génétique. Donc nous, se balader de peuplier en peuplier, d'arbre en arbre, attraper notre couille avec la main gauche, une branche avec le pied droit, et scroller sur TikTok avec le pied gauche, c'est plus vraiment dans nos cordes. Donc, on évite les hauteurs, parce qu'en plus de ça, on n'a pas des organismes très résistants d'un point de vue structure, ossature et compagnie, et qu'une chute d'à peine 2 mètres, ça peut déjà tuer quelqu'un, littéralement. Et je crois qu'on vient aussi avec la peur des bruits, des détonations, des bruits forts et sourds, qui sont en général effectivement pas un signal très rassurant. Voilà, donc on n'a pas peur du vide, on a peur, en fait, littéralement, philosophiquement, si j'ose dire, c'est évidemment pas le bon terme, on a peur du sol. On a peur du moment où, bah là, c'était ton collègue Jean-Mich, après la rencontre avec la Terre, la percussion avec la planète, comme on dit dans certains milieux. Il y a toujours un peu de Jean-Mich, mais ça ressemble plus à une galette complète de ta crêperie préférée qu'autre chose, voire à des œufs brouillés de ton hôtel de quartier. La peur du vide, en fait, quand on la transpose donc dans ces états, dans ces situations professionnelles, ou en tout cas de projets, d'initiatives, bah, c'est de ne pas oser sauter. C'est pas de ne pas oser sacrifier des choses, du temps, de l'énergie, et surtout de la ressource financière, du réseau, des compétences, du temps, en se disant, ouais, mais attends, gros, parce que si ça se passe mal, si je me casse la gueule, littéralement, que ce soit de mon fait ou du fait d'un concurrent, d'une malchance, de quelqu'un de malveillant, ou peu importe quoi, d'un cataclysme qui correspond à votre environnement et votre industrie, bah, tu te rends compte, je m'explose contre le sol. Et en fait, la vente, c'est un peu comme un mec qui viendrait vous dire à l'oreille, en fait, si tu touches le sol, maintenant que j'ai la main sur toi, ou plutôt que tu as la main sur moi, le sol ne te tuera pas. Alors, il va pas non plus te mettre bien, il va plutôt réorganiser ta dentition, quelque part. Donc, ça risque d'être un petit peu sympa. Mais, passer l'hématome, en fait, ça va. En fait, tu peux largement rebondir, alors, sans jeu de mots. C'est-à-dire que, normalement, si tu sautes du 20e sur du bitume, il n'y a pas de rebond. Normalement, voilà. On va pas finir cette phrase, je vous laisse vous projeter l'image. Mais quand je dis rebondir, c'est qu'en fait, voilà, tu vas pouvoir largement te relever. Alors oui, avec des ecchymoses et quelques sensations de t'être pris quelque chose d'assez violent dans le muselard, mais en fait, tu vas pas mourir. Et donc cette peur du vide, cette peur de l'impact fatal, ça ne sert à rien de t'en badigeonner la tronche, l'esprit et les décisions. Oui, parce que moi, je me badigeonne les décisions. Hubert, bonisseur de la batte, se beurrait la biscotte. Moi, j'adore me badigeonner les décisions. Putain, toutes ces études pour faire ça. Alors, ça a l'air encore une fois pas très intéressant ce que je vous dis. Enfin, pas intéressant, mais fondamental. Mais réellement, si. La plupart des gens n'entament pas les chemins, les trajectoires, ne prennent pas les risques avec des très gros guillemets, puisqu'en général, quand on parle d'un début, le risque, les gars, il est quand même pas violent. On est plus sur des peurs de petites baltringues que sur des réelles prises en compte et en réelles considérations de dangers qui peuvent être définitifs. En tout cas, dont les conséquences peuvent être définitives. Mais en fait, la plupart des gens ne sont pas en action, pas que parce qu'ils sont paralysés à cause de trop d'intellectualisation, de trop de réflexion, trop de théorie, trop de remise en question, mais aussi parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils se caguent dessus, comme on dit, je crois, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça a l'air vraiment, encore une fois, simple ce que je dis, mais vraiment faites un point, réfléchissez, j'allais dire à tous les gens qui sont autour de vous et que vous voyez rester dans un immobilisme flagrant, avec évidemment tout un vernis d'excuses, de prétextes et de justifications. Bonjour, j'ai ma carte du club, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais en fait, non, pensez à vous, pensez au nombre de trucs que vous n'avez pas encore osé démarrer, que vous ne pouvez plus démarrer parce que ça y est, c'est trop tard, parce que vous êtes une petite chouin qui a peur des conséquences,
comme nous tous. On a tous une peur fondamentale à l'intérieur. Ça sert à rien de la nier. L'important dans certaines disciplines, là on va pas rentrer là-dedans, mais c'est pour vous dire que il faut pas nier et marcher sur la peur, il faut l'orienter pour qu'elle vous mette en mouvement. Mais si on revient au blocage, donc à la peur qui paralyse, dans des initiatives professionnelles, entrepreneuriales, etc., etc., le fait de savoir que si jamais ça se passe mal, il y a une compétence, il y a quelque chose qu'on a intégré et qu'on va développer, c'est le but de cette vidéo. C'est la première fois que je parle de mon expertise réellement sur cette chaîne, non pas que je n'en ai pas parlé quand j'ai un peu retracé mon trajet dans l'enseignement, mais c'était pas le sujet majeur. Bah, cette expertise qu'on a nous garantit la survie en cas d'échec. La survie ne veut pas dire, même si tu échoues, tu auras les résultats et le kiff et le matos et la reconnaissance et la gloire et la lumière comme si tu avais réussi. Non, tu seras dans la merde, tu auras mal, tu auras perdu une grande quantité de choses qui étaient précieuses et que tu as mis du temps à accumuler, mais tu seras debout. Donc si tu es vraiment là pour jouer, si tu es vraiment là pour essayer de constituer quelque chose, normalement ça te suffit. Si tu es là juste pour serrer des cas de fer, pour freiner des cas de fer, pardon, couiner, serrer le fiac et surtout ne pas bouger d'un iota pour ne pas prendre le moindre risque de toute ta vie, c'est pas à toi que je m'adresse et c'est pas à toi que la vente va faire quoi que ce soit. De toute façon, la vente ne peut même pas t'atteindre, ne peut même pas entrer dans ta vie si tu es de cette catégorie-là, malheureusement. Donc maintenant qu'on se dit, ok, la vente c'est super, merci Jojo, ça retire la peur du vide, waouh, super, donc une fois qu'on sait vendre, on peut devenir parachutiste. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'une fois qu'on peut vendre, une fois qu'en fait il faut non seulement absorber la compétence, mais il faut avoir soi-même généré des preuves factuelles de soi-même, hein, c'est-à-dire pas en regardant que les autres, que en fait, oui, c'est magique. C'est-à-dire que oui, il suffit, entre guillemets, parce que je peux vous garantir que suffire, c'est une escroquerie quand on parle de la vente, qui demande quand même des efforts et des durées considérables pour être dompté. On a un petit peu un gilet pare-balles, on a une élixir de résurrection, entre guillemets, si jamais on se plante. C'est le premier truc. Mais la vente, ça vous permet surtout d'atteindre, de mettre en marche tous les projets, toutes les réussites que vous aurez décidé de conquérir. Encore une fois, ça fait grande phrase, etc. Bref. Je ne vais pas ici, dans cette vidéo, vous apprendre ce qu'est la vente. Ça risque effectivement de faire l'objet de bien d'autres vidéos qui suivront. Mettons-nous d'accord tout de suite, les amis. Le but de cette chaîne, c'est pas que de parler de sujets perchés, ça peut aussi être des sujets totalement pragmatiques, même si en soi, la vente reste une discipline théorique. Le pragmatisme est quand même assez léger dans le freestyle. Mais là, je vais vous parler littéralement de mon expertise professionnelle, et le but, c'est de quand même s'autoriser à avoir des réflexions avancées et profondes. Donc si ça fissure des molaires à certains, je vous en prie, ne décuplez pas, ne faites pas exploser votre budget annuel d'orthodontie, allez sur une chaîne qui correspond mieux. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des vidéos comme les précédentes, où vraiment on va parler de sujets fondamentaux plus théoriques, en tout cas spirituels, ou en tout cas de réflexion, de raisonnement, et d'autres sujets où on va attaquer du concret, et c'est le cas aujourd'hui, mais vous verrez que la couche que je me tiens à mettre au-dessus de tout ça, elle est tout aussi, à mon sens, intéressante. Avant de vous raconter, d'ailleurs, j'aimerais bien ne pas que déblatérer des conneries et voir ce que mon esprit produit comme propos. Je vais vous raconter ma genèse personnelle dans la vente, mon histoire d'origine dans la vente dans quelques minutes. Avant ça, je voudrais quand même vous expliquer que la vente, pour moi, elle a deux pans. Il y a deux ventes dans le monde. Il y a la vente en tant que... ça va être compliqué à dire ça, mais ça va être compliqué à formuler. Il va y avoir la vente en tant que discipline professionnelle, et encore, je ne suis pas satisfait de ça. C'est-à-dire la vente telle que vous la trouvez dans le dictionnaire. Vous entrez chez Micromania, bonjour, Final Fantasy 12 ou 83, parce que je ne sais plus où j'en sont, c'est toujours dispo. Et là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui va vous dire non, mais en revanche, si tu m'expliques un petit peu quels sont tes goûts, je peux te dire quel dernier jeu, blablabla. Fin, transaction, encaissement, marge, URSSAF, TVA, taxes, prise de conscience, suicide ou expatriation. Bref, vous avez compris. La vente, tout simplement. Le fait qu'une conversation, une rencontre est l'émanation d'un besoin servi par une réponse, qui en théorie est une solution ou un produit, mène à une transaction. Fin. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais appeler la vente littérale, si on devait lui mettre un mot, un qualificatif qui permet de la séparer de l'autre vente que je vais vous dévoiler dans quelques instants.
La vente littérale, c'est le fait de vendre, d'être vendeur. Quand moi, je vends, par exemple, à Sales First, qui est une entreprise dans laquelle j'ai beaucoup pratiqué à mes débuts, où j'ai beaucoup appris, notamment auprès de gens qui vraiment avaient des choses intéressantes à transmettre, et je les salue, que ce soit Stanislas Lunel, Ikram Bellarbi, Quentin Servel, David Bernard. Voilà, je fais du name dropping, c'est pour le reach, pas du tout, ce sont des gens qui sont très humbles et qui ne hurlent pas sur tous les toits, mais c'est pour ça que je balance des blazes, allez voir qui c'est, démerdez-vous pour trouver les orthographes. Je vendais donc cette solution qui est un SaaS qui adressait le milieu du recrutement et des ressources humaines pour pouvoir recruter des gens, non pas sur des éléments déclaratifs comme peuvent l'être le CV, la lettre de motivation, mais sur des instruments et en tout cas des réponses, des résultats qui permettent une vraie prédictibilité de l'adéquation entre le job, l'équipe et l'entreprise dans laquelle candidate quelqu'un en se basant sur des valeurs cognitives, donc la personnalité, les motivations internes de la personne et aussi ses capacités de raisonnement général. Fin du pitch d'Assessors. Vous voyez, quand on a vendu une entreprise, je pense qu'il est impossible de perdre son pitching. Et encore, c'était pas hyper habilement amené, étant donné que je parlais à une audience qui n'est pas qualifiée sur le propos. Mais une fois que vous avez vendu un produit dans votre vie avec le cœur, moi ça a été le cas, Assessors, c'était vraiment une solution que je vendais avec le cœur parce qu'elle répondait aussi à beaucoup d'injustices que des gens comme mon profil, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de formation spécifique, pas de trajectoire professionnelle ou scolaire spécifique et qui ont fait trop tout et n'importe quoi pour pouvoir être repérés comme des éléments intéressants quand ils viennent candidater pour un poste particulier. Quand on a vendu une solution avec ses tripes et son cœur et qu'on croyait en la mission, bah ça entre vraiment dans les gènes. Bon, je sais plus où j'allais, mais quand je vendais à Sales First au RH, au DRH et compagnie, je faisais de la vente littérale. Au-delà du métier de l'exercice de la vente littérale, on va avoir ce que j'ai décidé, et parce que pour le coup c'est vraiment un sujet d'étude personnelle, si j'étais pas une énorme, mettons un adjectif à peu près poli, une énorme merde, c'est ce que j'ai trouvé de plus poli, j'avancerai sur un bouquin que j'ai commencé il y a maintenant 2 ans pour essayer de documenter la méthode. C'est pas un bouquin qui aurait des velléités à vous vendre le truc, mais qui aurait plutôt des velléités de la documenter, de la faire circuler sous des yeux intéressés et pourquoi pas intéressants dans leur retour, dans le but de potentiellement y trouver une forme de production physique et derrière, blablabla, blablabla. J'ai fini mon laïus sur ça. Donc la vente que j'oppose pas, mais que je viens mettre dans un autre espace que la vente littérale, mais c'est même presque de l'autre côté, mais qui est tout aussi vitale et qui est tout aussi, pour le coup, quotidienne, voire même nettement plus quotidienne dans la vie de tout le monde, et non pas seulement des commerciaux ou des opérateurs qui exécutent des tâches de vente commerciale, de business, c'est ce que j'appelle donc la vente fondamentale. J'ai pris ce qualificatif-là parce qu'il me semblait être intéressant, pertinent. Alors après, on peut lui trouver X ou Y sens, c'est pas le problème. Ça ne deviendra pas une méthode internationale, de toute façon. C'est juste pour vous faire comprendre que la vente fondamentale, en fait, c'est la vente que tout le monde pratique à 99% du temps sans s'en rendre compte. C'est le fait de faire passer ses idées, c'est le fait de fédérer, c'est le fait de convaincre, c'est le fait de construire des projets et de leur donner vie en argumentant, en faisant comprendre des choses, en comprenant ce qu'il y a en face et en l'exploitant, ou en tout cas en le mettant dans la même ligne que ce qu'on essaye de faire poindre dans le monde. Et c'est aussi en réglant des situations et des problèmes et des segments entre humains, puisque la vente est, et je pense que tous mes gars qui sont vraiment des black belts dans le milieu, ça peut être des Enzo Colucci, des Jedge Day, des Eric Kayla, des Ariel Rosenblum et Jim Breton de Big qu'on embrasse, des Anas Chakri et compagnie, peu importe, je vais en oublier, vous allez m'insulter, c'est pas le sujet, me confirmeront, la vente, ça n'est qu'une question humaine. Évidemment, comme dans tous les métiers du monde qui sont aussi uniquement et exclusivement des questions humaines, il y a des outils, il y a des IA, il y a des marque-pages, il y a des baby-foot, il y a des ordinateurs, il y a des logiciels, il y a des mécouilles, il y a des machins. Mais la seule chose que si elle est retirée de l'équation, éteint l'équation, c'est l'humain. La vente n'est qu'humaine. Pour vous donner un exercice de pensée que je fais souvent, en tout cas quand j'ai des gens qui viennent me voir paniquer en me disant « Vas-y, on va se faire remplacer par les IA parce que ces trous du cul, ils sont pas capables de sortir de leur rabbit hole ou de leur hamster wheel ». J'adore les anglicismes composés de 2 termes.
où ils passent leur vie à consommer du contenu de gens qui sont là pour leur vendre l'anxiogénité de l'arrivée de l'IA alors qu'ils sont déjà pas exactement compétents pour écrire intelligence artificielle sans faire de faute d'orthographe. Je parle des experts qui font le contenu. Il y en a des bons qui font du contenu sur les IA, mais les mecs qui sont là pour vous expliquer que vous allez tous mourir à cause de l'IA, voilà. Et donc j'ai des gens qui sont pas forcément des black belts, mais qui sont des vétérans du sales, de la vente, qui sont des petits cadors du business development et qui n'ont pas à trembler des genoux, et qui d'un coup se transforment en claquettistes, pardon, parce qu'on leur a dit « Ouais, mais l'IA va te remplacer. » Oui, l'IA va remplacer un tas de choses, va permettre un tas d'autres trucs, va changer pas mal d'us, coutumes et usages, mais si les IA n'avaient besoin que de communiquer entre elles pour vendre, la vente n'existerait pas. Parce que l'exercice de pensée, c'est quoi? C'est, imaginons que demain, une société A vend une solution A qui dispose d'une promesse de valeur, de bénéfice A, à une société B qui dispose de besoins correspondant à cette promesse de valeur, cette solution et ses bénéfices pardon, vous avez compris. Le mec est pas bon ce soir. Elle serait interfacée par des machines et non plus par des humains. Les machines, elles seraient pas là à dire « Comment allez-vous? Comment puis-je briser la glace? Comment puis-je qualifier votre besoin ?» Il y aurait une interface entre une équation mathématique, un algorithme et un autre. Il y aurait une moulinette, un feu vert, un feu rouge. Fin du game. Il n'y a pas de vente, en fait. C'est comme un dépistage. Vous entrez l'échantillon dans la machine, il y a pas, fin. Peut-être qu'on y arrivera un jour à j'espère que j'aurai canné depuis longtemps, parce que putain, qu'est-ce que ce serait chiant. Maintenant, si ça permet de prendre des décisions plus éclairées, ça, je pense que ça peut être le cas pour le coup. Mais c'est pas de la vente, vous comprenez bien, c'est juste de la mécanique machine à machine. Tant que la vente n'est pas cette mécanique-là froide et dénuée d'absolument toute envergure décisionnelle, la vente est un problème humain à 100%. 100%. Maintenant, le problème humain peut être pris en main par les 10 mammifères susmentionnés avec des outils, avec de la technologie, avec des machines, avec autre chose que juste des compétences humaines. Et évidemment, c'est pas avec mes cheveux et mes genoux que je signe des deals. Mais si je suis pas un humain pour signer un deal, il n'y a pas de deal. Voilà. Il n'y a pas de vente, pardon. Et donc la vente fondamentale, je vous disais, c'est la vente qu'on exerce tous au quotidien. C'est quand on essaye de vendre l'idée à notre groupe d'amis que cette année, l'Aveyron, c'est peut-être bien de changer et d'aller en Corse, j'en sais rien. Vous pouvez venir avec toute la crédulité du monde et poser vos sentiments sur une table de manière, en tout cas, qui sera perçue de manière assez égoïste, et dire « moi, je n'aime plus notre lieu de destination de vacances en groupe de potes qu'on a déjà consommé plusieurs fois. Je souhaiterais, parce que mes goûts correspondent plus, que nous exploitions, en tout cas envisagions, une autre destination qui est celle-ci. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des enculés, point. » Ça, c'est pas de la vente. Ça s'appelle un caprice. C'est comme ça que fonctionnent les enfants et les gens qui n'ont jamais atteint 1% de maturité à leur âge adulte. La vente, c'est plutôt « j'ai un but à atteindre, il est réaliste », c'est très important, cependant, un certain nombre d'obstacles de compréhension, de quantification, de projection se mettent en travers du but, du résultat que j'escompte, à savoir le go de mes amis, le feu vert de mes amis, et leur prise de décision, le début de leur prise de décision, à moins de nettoyer ce couloir-là, de mettre de la lumière, d'enlever les choses qui pourraient ressembler à des frictions trop importantes, si possible en manipulant pas les gens, mais simplement en étant un réel vendeur, et donc en exploitant uniquement les informations disponibles dans la réalité et dans le vrai, on va vendre, on va expliquer à Josiane qui avait émis plusieurs fois le souhait de faire des très longues randonnées parce qu'en Aveyron, c'était quelque chose qui était permis. On va expliquer à Josiane qui, depuis la naissance de sa deuxième petite, a du mal à récupérer son poids de forme. Et là, il n'y a aucune moquerie, hein. C'est la réalité de beaucoup de femmes après un accouchement. Alors quand je dis a du mal, c'est pas parce qu'elle est incompétente ou quoi, c'est que sa vie ne lui permet pas d'aller 4 heures à la salle par semaine. Là, pendant ces vacances-là, plutôt que de faire juste de la randonnée, alors évidemment,
je vous vois déjà venir, les Aveyronnais, vous allez me dire, non, mais vous voyez où je veux en venir. Il y a un dénivelé dans les randonnées de Corse que nous n'aurons pas. Pourquoi j'ai pris cet accent, putain? Il était tellement pitoyable. Il y a des randonnées dans les paysages corses que nous n'aurons pas, le dénivelé dans ces paysages-là et dans ces randonnées que nous n'aurons pas en Aveyron. C'est certainement faux, étant donné que l'Auvergne et l'Aveyron sont des régions où le dénivelé existe. Un peu moins peut-être qu'en Corse. Voilà. Donc, c'était pas un exemple transcendant, mais c'est pour vous faire comprendre. En utilisant, non pas à leur encontre, mais au bénéfice d'une décision éclairée, qui sont a priori souverains de prendre. Alors, je ne sais pas si c'est correct la manière dont je construis la phrase, mais vous avez compris, c'est pas parce que vous orientez l'attention des gens à qui vous essayez de vendre quelque chose vers des points qui vont a priori bénéficier au résultat que vous escomptez, que vous êtes en train de les manipuler. Vous devez seulement, pour ne jamais les manipuler, ne pas altérer la force d'un fait, la réalité, la véracité d'un fait. Donc ne l'exagérez pas, ne le déplacez pas, ne l'omettez pas, ne l'augmentez pas. Et surtout, vous devez simplement respecter leur libre arbitre. C'est-à-dire que mettre de l'affect, mettre de fausses urgences, mettre de fausses conséquences, construire une culpabilité factice, jouer sur des sentiments et des émotions à non juste titre, là on est dans la manipulation et pas dans la vente. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens à qui j'enseigne ou à qui je partage mon peu de savoir commercial, à partir du moment où quelqu'un est en train de manipuler quelqu'un d'autre, avec cette intention, on n'est plus dans la vente. Même si cette personne est dans un uniforme et des baskets de vendeur face à quelqu'un qui est dans un uniforme et des baskets de futurs clients ou de prospects. À partir du moment où tu niques la personne en face de toi intentionnellement, tu n'es plus dans la vente. La vente, c'est justement... Ça, c'est un truc, c'est compliqué à faire passer, mais tous les vendeurs voient ce que je veux dire. La vente, c'est forcément l'inverse de ça. C'est comme dire, à partir du moment où tu ne fréquentes une femme ou un homme uniquement pour ce qu'il ou elle t'apporte financièrement et socialement, sans t'intéresser à la réalité humaine de votre relation et au caractère littéralement amoureux, eh ben, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de l'intérêt, de la vénalité ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que dès qu'au sein d'une relation qui se prétend être amoureuse, l'intention première reconnue est la vénalité, est le fait d'avoir de l'oseille ou de profiter de ta belle famille ou d'un statut ou d'un nom ou de ceci ou de cela, enfin, tu peux ramer et me jouer du violon pendant 18 heures si tu as envie, il ne peut y avoir d'amour, puisque l'amour est censé, le réel amour, est censé instantanément rendre impossible l'existence de ces biais-là, de ces travers-là. Voilà. Donc, la vente, la vraie, la saine, qu'elle soit exercée dans un univers, si j'ose dire, et à destination professionnelle, ou dans la vie quotidienne, eh bien, c'est tout simplement toucher à ce que j'essaye de nommer, de construire, enfin pas de construire, mais de documenter et de rendre plus méthodique et accessible à tous, et mes élèves les plus péchus, parce que c'est vraiment ce que je réservais à mes classes un peu, à mes groupes un peu élites, ou aux quelques entrepreneurs que j'accompagnais un peu profondément sur le sujet. La vente, c'est l'art de s'approcher, de prendre en main, d'accompagner dans son prospect ou le destinataire de ce qu'on souhaite provoquer, dans sa décision-génie. Si on prend étymologiquement ce terme que j'ai essayé de construire seul, je ne l'ai pas trouvé auparavant. Décisio, je ne vous explique pas de quoi on parle, donc c'est d'appliquer une décision, de faire un choix. Et génie, c'est le fait de provoquer, de rendre réel, de générer tout simplement, de donner lieu à donc une décision. Décisio, génie. La vente, c'est la capacité à provoquer la bonne décision. Et je dis toujours, si cette décision n'est pas positive pour l'issue que vous escomptiez, c'est quand même la bonne décision. C'est pour ça que dans la vente, le but du jeu, ça n'est pas de tordre, de distordre, de contraindre les décisions des prospects, c'est d'enchaîner un maximum de décisions, parmi lesquelles vous aurez des décisions négatives, vous aurez des décisions mitigées, mais ça c'est si vous n'avez pas correctement fait votre travail ou que vraiment vous êtes dans un contexte défavorable, et surtout des décisions positives. Le but du jeu, c'est de sortir gagnant du casino de cet univers. Comment on sort gagnant du casino? Eh bien, on a gagné plus de mains
qu'on en a perdu. Voilà ce qu'est la vente. Évidemment, par des efforts de marketing, par des efforts de qualification et de bon sens, on s'octroie le droit et la capacité de mettre la main sur un vivier de leads ou en tout cas d'opportunités business au sein duquel, a priori, la statistique donnerait faveur aux décisions positives, donc avec une majorité de oui, de deals gagnés, vs une majorité de non. Ça reste de la théorie statistique. Si vous faites tout pour avoir un vivier qui est composé en majorité de non, ça ne vous empêchera pas de vendre, mais vous passerez un temps considérable à effacer, en tout cas à traiter les décisions qui seront inévitablement négatives pour trouver les quelques rares positives à l'intérieur de ce vivier. Là, je viens évidemment, encore une fois, les black belts qui gravitent autour de mon contenu et que j'embrasse très fort savent que c'est le b.a.-ba et c'est pas à vous que je suis en train d'essayer de faire rentrer ce fondamental-là, mais les autres qui touchaient à la vente de près ou de loin, qui se forment ou qui aspirent à se former ou qui s'y intéressent par curiosité parce qu'ils sont dans une pratique qui justifie un intérêt un peu annexe, parce qu'ils sont entrepreneurs, parce qu'ils aident leur daronne dans leur boîte. Ils ne sont pas vendeurs eux-mêmes, mais ils ont quand même un intérêt à capter quelle est cette science occulte. Je viens de vous donner des clés qui sont majeures, que j'aurais adoré qu'on me donne au départ de mon histoire, et c'est une transition réellement toute trouvée pour attaquer ce que j'aimerais pouvoir rapidement couvrir dans cette vidéo-là, pour vous donner un petit peu d'épaisseur aussi sur la compréhension. C'est ma genèse sur la vente, tout simplement, que je vous explique comment tout ça a commencé. Pourquoi ? Parce que il y a un truc qu'il faut que vous vous vacciniez, en tout cas dont vous devez vous prémunir, c'est l'escroquerie intellectuelle fréquente, mais vraiment, quand je vous dis fréquente, c'est presque honteux. Alors, c'est pas que français, je vous rassure. C'est l'incapacité qu'ont les gens qui sont invités à s'exprimer sur leur réussite, ou en tout cas leurs projets en cours, notamment dans des pans entrepreneuriaux, projets, machin, qui sont, eux, soit des fondateurs, soit des grands commerciaux, soit des gens qui portent les projets, blablabla, et qui ne peuvent pas s'empêcher de vous dire que depuis qu'ils ont 2 ans, le ciel les a destinés à être head of sales. Vous voyez, je veux en venir, enfin, head of sales ou fondateur ou quoi. Que depuis qu'ils savent marcher, ils sont vendeurs. Que depuis qu'ils ont des interactions avec d'autres personnes de leur âge, c'est-à-dire depuis la petite section de maternelle, ils font du business et ils closent du lead tous les jours. Je sais que c'est plus fort que la plupart d'entre eux, et le pire, c'est que dans le tas, il y a évidemment des gens qui sont honnêtes, ou en tout cas qui ont des anecdotes moins maquillées que authentiques, mais cette espèce de réflexe majeur de la plupart donc, de ces gens-là, il est fatigant, parce que ça rentre dans vos têtes qui seraient les têtes de personnes qui commencent à s'intéresser ou commencent à aspirer à la vente, en tout cas en apprendre certains rouages. Ça génère chez vous, en tout cas chez certains, les moins prémunis, les moins, pas solides, mais les moins au courant. Ah oui, mais moi, pas du tout. Au contraire, j'étais tellement introverti quand j'étais petit que à peine parler avec un camarade, ça me faisait partir en PLS. On va rester encore une fois courtois, poétique. Alors que c'est complètement décorrélé de ce que vous avez comme potentiel dans la vente à l'âge adulte. Et même arriver à l'âge adulte avec des grosses difficultés de communication, de sociabilité ou autre, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à faire de vous un vendeur d'un certain style, dans un certain type d'industrie, au profit d'un certain type de persona. Il y a des boîtes où le persona et le produit vendu est tellement spécifique et particulier, il y a des directeurs commerciaux qui recherchent littéralement des vendeurs qui aient... Alors, je ne sais pas comment on tourne cette formulation-là pour qu'elle soit correcte, dont le profil, notamment neurologique et psychologique, appartient à ce qu'on appelle le spectre autistique. Parce qu'il y a une manière de fonctionner de ces gens-là et de ces esprits-là qui va correspondre à cette clientèle, si j'ose dire. Je vous garantis que c'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez très facilement vous imaginer un petit peu les métiers et les environnements de business qui peuvent le justifier. À d'autres fins, quand vous vendez des essoreurs à salade sur les foires, si vous n'aimez pas adresser trop la parole aux gens et si vous ne savez parler que de manière cartésienne et chiffrée, ça va être compliqué de faire rêver Martine et Roger qui passent devant votre stand pour la 3e fois parce qu'ils n'osent pas encore reconnaître intérieurement que votre putain d'essoreuse à salade verte et rose, elle les fait kiffer. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, la vente fondamentale, pour clore là-dessus et attaquer donc, cette espèce d'autobiographie commerciale interne, c'est tout simplement ce qu'on utilise au quotidien pour séduire, pour convaincre, pour fédérer, pour calmer, pour mobiliser. Et le meilleur exemple de la vente fondamentale,
ce sont les cupidons du quotidien dont je sais vous êtes sans pour autant toujours tous vous l'avouer. En tout cas, les hommes ont plus de mal à se l'avouer que les femmes. Les cupidons du quotidien, c'est les gens qui ont créé intentionnellement ou non, ou à demi intentionnellement, des couples dans leurs entourages. Moi, j'en fais partie. J'embrasse Grégory et Vanessa, que eux seuls, qui se reconnaîtront eux seuls, qui sont deux personnes d'un certain lieu de travail où j'étais quand j'étais jeune, qui m'ont présenté la personne qui est la femme qui partage ma vie depuis presque une quinzaine d'années et qui sera à mes côtés toute ma vie et qui sera la mère de mes enfants et compagnie et compagnie. Je vous stoppe le laïus larmoyant ici. Sans leur action, la rencontre aurait certainement eu lieu. Cependant, Cupidon, dans le quotidien, il ne fait pas que décocher une flèche, il s'assure qu'elle reste bien plantée et qu'on en ait conscience et qu'on remue dans la plaie et que ça se etc., etc. Bref, quand vous êtes un Cupidon du quotidien, alors il faut pas... Moi, les gens qui passent leur vie à faire ça, je les trouve un peu chelous, mais c'est des gens qui ne manquent pas, en tout cas, des opportunités de faire ça. Vous faites de la vente, hein, en général. Vous voyez quelqu'un qui a des besoins, vous voyez quelqu'un qui a une valeur qui correspond à ses besoins et qui a aussi des besoins, mais qui cette fois correspond à la valeur de la première personne, vous envisagez, vous considérez une équation saine et viable à entremettre, parce que c'est vraiment le terme entremetteur, ces deux entités-là. Après, il n'y a qu'à vous assurer qu'il n'y en ait pas une qui ait 14 ans et l'autre 62, a priori, et que les deux soient libres, parce que sinon vous n'êtes pas un entremetteur, vous êtes un énorme fouteur de merde. Ça existe aussi. Aussi fou que ça paraisse, ça existe. Voilà, vous êtes des vendeurs, en fait. Hein. Vous êtes des vendeuses, des vendeurs. C'est réel, hein, ce que je vous dis. C'est pas juste, ouais, viens dîner à la maison, je vais te présenter ainsi. Ça, c'est vraiment des RP. C'est des gens qui font du réseau, qui permettent à leur réseau de se construire. En général, ça va plus loin. Mais tu sais, toi, ta dernière relation avec Bénédicte, ça s'est mal fini parce qu'elle ne supportait pas ton micro-pénis. Ma pote Marie-Cécile, là, elle a un doctorat en micro-pénis. C'est sa passion depuis qu'elle est toute petite. Depuis le premier micro-pénis qu'elle a vu dans la cour de récré de l'école maternelle Raymond Losserand, elle en a fait sa vocation. Elle a même sculpté des micro-tubs. Voilà, j'arrête j'arrête le sgeg, j'allais dire. J'arrête le sketch là, c'était pour détendre un peu l'atmosphère et que vous compreniez. C'est ça qu'on fait, on vend. Okay, Chantal, c'est le 3e mongolien avec qui tu te mets, qui te fout sur la gueule. Rencontre Robert, lui, il n'a pas de bras. Il ne peut pas te mettre sur la gueule. Il a été amputé doublement après avoir fait l'Afghanistan. Que veux-tu de plus? Je plaisante, je suis noir dans mon humour et sarcastique, mais vous avez compris. Il y a des gens qui ont des... Alors, attention, parce que là, j'allais cramer une étape avant d'attaquer encore une fois, mais pourquoi ce terme de triangle dans le titre de ce putain d'épisode? Attention, on y va, mais pas tout de suite. Il y a des gens qui ont des besoins, il y a des gens qui ont des réponses à ces besoins, et je ne vais pas dire autrement, parce que sinon j'aurais spoilé la suite. Ceux qui voient où je vais, c'est-à-dire mes élèves, vous comprenez. Let's go pour ma petite genèse, ma petite autobiographie commerciale. Un jour, il y a un truc sympa qui s'est passé en France. Certains prétendent à l'initiative de certains gouvernements qui se disaient peut-être, tiens, les civilisations, les populations se font chier si on mettait du piquant dans leur quotidien. Il y a eu d'abord un truc qui s'appelle le Covid, et puis il y a eu un autre truc qui s'appelait le confinement. Sympa, puisque le truc consistait à tout simplement rester cloîtré chez soi, à s'auto-éditer des attestations pour pouvoir aller faire semblant d'être passionné par le running uniquement pour pouvoir aller respirer l'air frais, ou faire comme un de mes voisins. Un de mes voisins, Youssef, c'est un génie. Il se baladait avec une laisse. Bon, c'était une petite ville de banlieue un peu calme, qui n'avait pas non plus le GIGN et la raid en tournée permanente. Il se baladait aux abords de forêt avec une laisse, et son plan, c'était que si jamais des flics venaient, il leur montrait une photo dans son téléphone, littéralement du chien de sa sœur ou de je sais plus qui c'était, et il disait « je l'ai lâché, il y a eu un connard qui est passé avec une moto, je sais pas quoi, ça fait 30 minutes que je le cherche, est-ce que vous l'avez vu ?» Je sais pas s'il a eu à utiliser cette arme réellement, mais j'adore. C'est vraiment l'esprit, c'est l'esprit que j'aime. Youssef, je t'embrasse. J'espère que tu as retrouvé ton chien qui n'est pas à toi.
Et donc ce petit phénomène intéressant sociétal qui nous a appris beaucoup de choses sur notre espèce, à savoir qu'on était des fumiers assez fortement prononcés au point de dévaliser absolument tout le rayon PQ d'un franc prix pour priver tous les autres cohabitants de notre région et département qui ont aussi des fions qu'ils doivent torcher quotidiennement, puisque dans notre civilisation occidentale, on se torche avec du papier et non avec un jet d'eau comme dans d'autres endroits du monde. Et par contre, le fait d'être une énorme saloperie de ce genre ne nous dispensait pas de nous dresser vaillamment, chaque putain de jour que Dieu faisait, à 20h, avec Marie Pimprenel, Jean Gaspard et Eudes. Eudes, c'est toujours celui que tu n'aimais pas dans la fratrie. Attention les enfants, dans 3 secondes, nous allons nous auto-éjacquer dans le visage, ce qu'on appelle du virtue signaling, et nous allons applaudir des soignants que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam, que nous n'avons jamais respecté de notre vie, que nous n'allons jamais respecter de notre vie, mais nous sommes sur notre balcon et il est important que notre voisinage constate notre supériorité civilisationnelle, voire ethnique. 1, 2, 3. Ah putain, j'avais envie de les marbrer, mais si vous saviez, j'étais là genre, j'avais presque un fichier, tu vois. Ah évidemment, je tape pas sur les gens qui faisaient ça de bon cœur et dans la naïveté, mais qu'est-ce que vous pensez que les soignants en avaient à branler, à tourner à 1h04 de sommeil jour depuis des semaines, à voir des gens canner d'autres gens tellement ils en pouvaient plus, à sentir une anxiété qui pourrait buter un bison, cueillir 50 clampins à Issy-les-Moulineaux sur leur balcon, véranda, pergola ou je ne sais quoi, en train de taper des mains. Les gars, prenez votre 3008, allez acheter des trucs qui font plaisir, allez les déposer, faites des vrais... Et surtout, laissez des putains de rouleaux de PQ dans les rayons, parce que, aussi fou que ça paraisse, les soignants que vous applaudissez aussi ont besoin de se torcher le fiac. Vais-je mettre un terme à cette digression ? Oui. Donc on reprend. Le confinement et toutes ces joyeusetés nous ont contraints, pour certains qui venaient de se reconvertir, et intentionnellement je passerai sur cet épisode-là, si vous en voulez plus de détails, libre à vous d'aller vous perdre et niquer votre vie à écouter mon tout premier podcast qui s'appelait Gambade et Gamberge, qui est toujours disponible sur cette même chaîne YouTube et toujours sur les plateformes d'écoute, qui est un podcast que j'exécutais seul, en vidéo et audio, en marchant et en parlant de manière aussi digressive et inadéquate en forêt, car la bucolicité est importante. Pas du tout sûr de ce terme-là. J'étais en reconversion professionnelle assez rocambolesque et acrobatique. J'avais des opportunités absolument incroyables dans des domaines tels que, par exemple, la restauration, le milieu de la nuit, ou encore les marchés. Or, il se trouve que le confinement a eu ce petit bonus de mettre absolument fin à tous ces métiers-là. Donc les opportunités incroyables que j'avais, qui m'auraient pas non plus rendu multimilliardaire, mais qui m'auraient tout simplement largement permis de poursuivre mon existence en m'enrichissant, normalement, et puis surtout en répondant aux besoins de ma famille, ont disparu du jour au lendemain. Et donc je me suis retrouvé à faire des bricolages, mais je vous jure, hein, j'ai gardienné des immeubles, j'ai fait du transport un petit peu de personnes compliquées, j'ai fait de la livraison de repas, puisqu'à l'époque il y avait des espèces d'initiatives en gros, où ils essayaient de décharger un maximum les EHPAD et les maisons un peu avancées en âge des quelques profils de santé les moins touchés, donc qui avaient le plus de capacité à être redomiciliés quelques semaines, mais il fallait donc qu'il y avait du staff soignant évidemment qui venait, mais moi je venais, je livrais le repas, je devais récupérer celui de la veille, dire quelle était la quantité qui avait été absorbée, essayer de voir un peu dans les poubelles si les mecs avaient pas... Fallait m'assurer de la nutrition des personnes, un petit mot gentil, une petite conversation, j'avais mon Citroën Nemo, je me baladais, alors ça c'était un kiff, je me baladais tout seul, ça n'a pas duré longtemps, ça payait, alors je pensais que j'avais goûté aux métiers les plus payés au lance-pierre de ma vie en démarrant dans la restauration et dans la manutention. Que nenni, Jojo, que nenni. Je crois que j'étais payé 5,60 € de l'heure. Net, évidemment. Je vous jure, c'est pas une blague. Hein. 5,60 €, je faisais 8 heures de shift. Hein. Très vite, de toute façon, ça c'est devenu un problème parce qu'il a fallu confondre, dans le sens réunir la fonction soignante et la fonction livraison, si j'ose dire, pour des raisons d'exposition, potentiellement Covid, machin, contamination, ce qui est logique hein, d'un point de vue microbes, épidémiologie et compagnie, virologie, pardon. Donc j'ai commencé à chercher à droite à gauche, et j'ai un peu aussi ouvert mes chakras qui n'étaient pas fermés d'un point de vue rigidité psychologique, mais tout simplement de connaissance et d'habitude,
Moi, jusqu'à ça, c'était il y a 6-7 ans, pardon, euh, je n'avais jamais travaillé autrement qu'avec mes mains. Et quand bien même j'avais atteint des postes de direction dans certains métiers, c'était des postes de direction comme dans des brigades de service, des brigades d'exploitation de lieux de spectacle, de lieux de bouche, etc., etc. Donc oui, tu travailles avec ta tête parce que c'est toi qui gères les plannings, les arrêts maladie, le comptage des caisses, etc. Mais en soi, tu gères une équipe de mecs qui vont déboucher du champagne, servir des tartares ou pousser des chariots. Donc ça restait pour moi de l'ordre des métiers ce qu'on appelle du secondaire, donc du métier physique. Et je m'étais jamais trop intéressé au métier du tertiaire. Donc là, si c'est du martien, ce que je vous dis, ouvrez un livre d'économie. Et donc aux métiers un peu plus digitaux et qui permettaient donc des choses qui étaient encore un peu de l'ordre du surréalisme pour moi, ou plutôt pas de la science-fiction, parce que je savais que ça existait, mais de la science-fiction dans mon destin professionnel, à savoir des tafs où tu ne travailles pas quelque part, mais tu travailles chez toi. Ça, les amis, quand on connaît les métiers que j'ai pratiqués, dont je ne vous fais voir qu'un maigre aperçu, c'était vraiment de la science-fiction pour le coup. C'est-à-dire que le concept de dire, là je suis chez moi, là je suis au taf. Mettez-vous à ma place, les gars, c'était vraiment quelque chose. J'ai bien fait de m'ouvrir les chakras, puisque très vite je suis tombé sur une dame qui a repéré mon profil, et dont, encore une fois, la vente, vous verrez, est un petit peu partout, avait des besoins qui correspondaient à ce que je proposais et qui me proposait quelque chose qui correspondait à mes besoins, à savoir un putain de taf dans une période de confinement aigu. Cette dame que je cite sans aucun problème, qui s'appelle Aurélie Estienne-Varin, qui était donc la fondatrice à l'époque d'une entreprise que l'on appelle Biomène, qui existe toujours et qui se porte extrêmement bien, très simplement qui adressait des besoins de ce qu'on appelle en business intelligence et en data analyse dans l'industrie, à la destination de la big pharma, de l'industrie pharmaceutique et des gros labos, qui était elle-même une vétéran de ce milieu-là. Elle cherchait, alors là, absolument pas un data analyst ou quoi que ce soit, ce qui tombait bien, parce que je vous cache pas, les copains, que la data analyst, j'en suis un fervent compétent autant qu'en badminton, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette dame, Aurélie, cherchait, en fait, elle était dans une phase un petit peu de croissance, / développement physique de l'entreprise, / profitons du confinement pour mettre à plat certaines choses et évoluer, et faire évoluer cette boîte qui était tout à fait récente, mais qui marchait déjà du feu de Dieu. Et elle cherchait un peu un mec à tout faire, ce qu'on appelle dans les startups, parce qu'on ne sait pas comment les appeler, ces trous du cul-là, non pas des manutentionnaires, mais des office managers, ou je sais plus comment, ouais, ça, office ou staff manager, ou j'en sais rien, ou chief staff officer, ça. Bref, en gros, le taf, c'est, il y a une plainte à recoller, vas-y, il y a des colis à aller chercher ou à poster, vas-y, il y a une visite d'appartement ou de bureau à faire, vas-y, il y a un planning à checker pour les consultants, vas-y, et limite, et c'est absolument... pour rigoler que je dis ça, il y a les gamins du patron à aller chercher, vas-y, c'était pas le cas, mais j'y serais allé de putain de bon cœur sans aucun problème. Moi, ça m'allait bien, étant donné que je venais sur des métiers où la polyvalence assumée et volontaire était considérée comme une vertu, comme une qualité, et non pas comme une part, chose qui appartient beaucoup à des milieux très intellectuellement snob et complètement à côté de la plaque. Hein. Plus les gens sont polyvalents, plus, à mon sens, ils sont intelligents. Surtout s'ils arrivent à corréler leur polyvalence à l'intérieur d'elles-mêmes. Ne reposez pas trop sur cette phrase. Et donc, bref, de fil en aiguille, je fais ce qu'il y a à faire, je monte les meubles, le machin truc et tout. Et un jour, Aurélie se retrouve... Alors, je vais pas trop donner de data, parce que je sais pas à quel point elle a envie que je rentre dans le détail de l'histoire de sa boîte, même s'il y a rien de problématique, il n'y a rien à cacher, mais comme tout fondateur, comme toute fondatrice d'entreprise qui finit par fonctionner très bien et qui repose encore essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur votre personne, d'un point de vue génération d'affaires et de business, donc commercial, vient à un moment donné le sujet de comment qu'on fait pour que je puisse déléguer un petit peu à quelqu'un, ou en tout cas répartir peut-être un petit peu plus la charge de création d'affaires et de gestion de deal et de closing, d'efforts commercial, entre moi et d'autres. Hein. C'était pas le sujet de elle se débarrasser, puisqu'elle avait vraiment une place forte dans l'ADN de sa proposition de valeur, et le fait de se retirer d'un seul coup, ce qu'on déconseille de toute façon aux gens qui ont ce genre de business très structuré sur leur personne au départ, pour des raisons viables, hein. C'était elle la vétéran et pas les autres. Je sais plus où je vais avec cette phrase, mais en gros voilà, reposer sur elle et potentiellement un renfort. Et donc c'est évidemment absolument pas à moi qu'elle a pensé, puisque moi, elle me voyait bien avoir du mal à faire mes lacets d'un point de vue digital intellectuel. J'avais beau être polyvalent, marrant et de bonne foi,
J'étais absolument pas concerné par le secteur et l'industrie. Je n'avais pas la moindre compétence affichée et connue commerciale. Et c'était absolument pas mon souhait. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, Aurélie Estiennet-Varin, parce que il faut dire les noms complets, elle m'a permis de rencontrer quelqu'un, parce que pour se dépatouiller de cette situation qui l'a forcée à la délégation, elle s'est dit, j'ai des consultants qui sont quotidiennement dans les entreprises au profit desquelles ils travaillent, donc ce qu'on appelle du placement. Ils ont donc une connaissance accrue de ce que je vends, ils ont une connaissance accrue du persona. Peut-être que parmi eux existent des phénomènes qui non seulement sont d'excellents data analyst, business analyst, mais potentiellement des gens à fibre commerciale, comme on dit. Donc, quelle idée, toute simple et évidente, d'aller tester. Et pour ça, elle n'a pas été chercher un test à 3 centimes sur Internet, elle s'est offert les services d'un des meilleurs personnages du milieu commercial d'élite que je connais sur Paris et qui, à l'issue, est devenu un peu comme un de mes mentors, ou en tout cas un des rares esprits paternels avec moi d'un point de vue sales et entrepreneurial, qui s'appelle Eric Kayla, fondateur du groupe Sublica. Je vous invite à vous renseigner si ça vous fait plaisir, c'est pas pour lui faire une publicité dont il aurait absolument besoin, il se démerde tout à fait sans moi et il va très bien. Et donc elle fait venir tonton Eric dans les bureaux de Biomène pour tester les fameux consultants, ou elle les lui envoie, mais il me semble qu'il était venu. Et vient un moment où on se dit, elle et ils se disent, le gonze là qui est en train de réparer la boîte aux lettres ou de monter le dernier bureau à mettre dans l'entrée, il a l'air bien brave, donnons-lui peut-être la chance d'être testé, on sait jamais, il a quand même un bagou, il a quand même une grande gueule, le kiki, il a quand même fait 2-3 jobs dans la vie qui, normalement, peuvent attester du fait de ne pas avoir froid aux yeux et de ne pas avoir peur de taper dedans, ce qui peut être une qualité quand on est commercial, surtout dans un milieu difficile. Il a peut-être beaucoup de progrès à faire sur l'essentiel des compétences clés, mais il a peut-être un terreau. Pourquoi cette réflexion vient potentiellement aussi? C'est parce que, malheureusement, et c'est pas du tout un constat négatif, mais c'était un constat tout court, parmi les consultants qui étaient vraiment des tueurs dans leur domaine, donc dans la business intelligence, la business analyse, de data analyse, donc des rangs de l'escouade de Biomène, les analystes, les consultants, il n'y avait pas un profil qui s'était dégagé comme particulièrement violent d'un point de vue business. En tout cas, dans mes souvenirs, peut-être que je me trompe. Donc le gogo, là, à l'entrée, là, bien brave, pourquoi ne pas le tester de façon, vu qu'Eric est là? Eric Kayla, Eric est là. Vous apprécierez le jeu de mots, retrouvez-moi tous les soirs à 22h34 à Bobino. Et donc Eric me teste avec une manière bien à lui que je ne détaillerai pas, ça c'est la propriété intellectuelle, les process et l'intelligence interne de Sublica, mais qui a fait ses preuves. Et donc il me fait passer tout un tas de questionnaires, de tests, etc. Et le lendemain il m'appelle, persuadé que j'ai 50 ans, parce qu'on ne s'était pas vu avec Eric, pour des raisons qui sont liées à mes résultats. Et il dit quand même, le gars, il a quand même un potentiel. S'il a jamais foutu un panard dans l'océan du commercial, du sales, de la création d'affaires ou quoi que ce soit, c'est quand même fou, à l'âge qu'il a, qu'il s'y soit pas attelé. Il faut que je parle à ce mec-là, il faut qu'on voit si, malgré son âge un peu avancé, ce qui rend quand même assez rigide les gens, d'un point de vue coachabilité, rigidité intellectuelle, et envie surtout de se dépasser et de repartir au bas d'une échelle, avant qu'il ne soit trop tard, parlons-nous. Et quelle ne fut pas sa surprise, et je laisserai Eric... s'il a envie d'amener du détail, le faire, quand il a capté qu'en fait, j'avais pas du tout 50 piges, mais à peine 30. Ce qui est déjà un grand âge pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Et donc, on a fini par devoir se rencontrer. Aurélie a dit, bah écoute, apparemment, il s'est passé quelque chose de positif. Va voir Eric, il va te donner un peu les fondamentaux, il va voir si c'est pas une erreur et si ça peut être aligné, et si, effectivement, quelque chose de positif sort de tout cela, on reverra tes fonctions à l'intérieur de Biomène, et plutôt que de plotter, je ne plottais aucune plainte, plutôt que de coller des plaintes, ou à défaut de les porter ou de les recevoir, de coller des plaintes, de monter des canapés, etc., peut-être qu'on peut envisager une délégation progressive de certains pans de l'activité commerciale de Biomène, qui, encore une fois, je le rappelle, reposait intégralement sur elle, sur Aurélie. Donc je rencontre Eric, et là, un petit peu comme c'est arrivé à quelques reprises dans ma vie, il y a ce qu'on appelle un coup de foudre intellectuel, non pas parce qu'il y a une espèce de rapport filial ou quoi, non pas parce que je ne fais qu'admirer la posture et le palmarès du gars, d'ailleurs que je ne connais pas quand je le rencontre, mais parce que je tombe sur un mec
qui a, pardonnez-moi le terme, hein, mais tout ce qu'il faut pour me plaire, à savoir un esprit bien fait, une paire de couilles bien approchées et un curriculum vitae de comportement et d'accomplissement, pas, je parle pas de diplôme, mais un background d'action qui, pour moi, prouve la valeur de l'homme, ça me suffisait amplement. Un sens de l'humour redoutable, vous me voyez venir, il m'en fallait pas plus pour m'attacher à cette personne-là et lui faire confiance sur son verdict. Je vous la fais courte, parce que sinon on va y être encore demain. Il se trouve que Aurélie et moi avons entamé donc cette fameuse apprentissage slash évaluation de ce qu'on pouvait faire slash délégation progressive du métier commercial vers ma charge de travail à moi. Ça a été à mon goût trop lent, et c'est aussi le fait que j'ai découvert que finalement j'avais peut-être une aubaine à taper dedans dans ce métier-là, et j'ai arbitré avec mon regard et mon jugement, et encore une fois sans aucun lien avec ma collaboration avec Aurélie, et ni la qualité de ce qu'on vendait avec Biomène, mais je me suis dit, je ne vais pas pouvoir y aller aussi fort et aussi vite que ce que je souhaiterais, sachant qu'Aurélie n'était ni professeur de vente, ni doctorante commerciale, et ni disposant d'une bande passante absolument totalement capable d'être allouée à ma montée en compétences. Le but du jeu, c'était presque même l'inverse, c'était que je lui fasse économiser de la bande passante. Donc, voilà. Et moi, très vite, j'ai pris goût à ce métier, j'ai compris qu'effectivement, il y avait des compétences qui allaient être les bonnes dans mon arsenal, et si je les mettais au service des compétences, plutôt des capacités, et surtout des traits de personnalité, dans mon arsenal, si je les mettais au service de cette discipline. Et donc, j'ai voulu aller plus vite en apprentissage, et donc, très tôt, donc, j'ai quitté le navire Biomène pour aller me former. Au départ, je suis allé me former en candidatant dans absolument toutes les écoles que vous connaissez, qui m'ont, je vous le dis aujourd'hui, beaucoup déçu dans leur manière d'appréhender les candidats. C'est-à-dire que très tôt, j'ai eu ce sentiment d'être le produit de l'école. Voilà. Et le job des mecs que j'avais en rendez-vous, qui la plupart du temps étaient les fondateurs des écoles, ils devaient certainement se dire que ça se voyait pas, que ça se sentait pas, mais à la seconde du début du call, le call était là pour te faire comprendre. Te rends-tu compte à quel point tu es une merde ignorante en vente? Tu as donc besoin de notre produit. Alors que moi, je venais en disant, je veux entrer dans l'école, formez-moi s'il vous plaît. Je suis prêt à payer ou à assumer d'être un alternant, alors que ça fait 15 piges que je suis dans la vie active, etc. etc. Ça m'a tellement gonflé, et surtout là où j'ai été intelligent, c'est que pour une fois, je suis allé chercher des retours. On m'a tellement fait des retours catastrophiques, ce qui est paradoxal, c'est aussi pour potentiellement amener ma pierre à l'édifice et en venger certains, c'est que ce sont toutes ces écoles-là où, in fine, je suis allé enseigner des années après. École dont j'évoque le gentil souvenir dans le 2e épisode de One Shot, si vous voulez la regarder. Et donc très vite, je me détourne en fait de cette trajectoire d'école, qui en plus m'aurait vraiment fragilisé financièrement, hein, parce que là, aller taper une pige ou deux à faire le trimard alternant dans une boîte d'un mec qui sait pas trop pourquoi il a fondé une boîte, parce que les mecs qui recrutent des alternants, vous vous doutez bien que c'est pas le CAC 40, le tout en passant une semaine par mois ou un jour par semaine dans une école de gens qui sont en fait, je le découvrirai plus tard, pas du tout compétents dans ce que je veux apprendre. J'ai lâché l'affaire. Très tôt, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas bouger la caméra, mais juste à côté de moi, il y a tout simplement l'une des bibliothèques de littérature sales anglophone et francophone les plus complètes que je connais, à savoir la mienne. Bah, je suis allé faire ce qu'il faut, ce qu'on m'a appris à faire depuis tout petit, travailler. Je me suis mis une deadline, j'ai appris, j'ai essayé d'échanger avec un maximum de gens, et c'est à cette époque-là que je rencontre des gens comme Elric Legloire, que je vous invite à découvrir, qui est un mec peut-être le plus sous-coté de la vente en France. Je sais pas, pour les gens qui sont familiers avec le MMA, l'UFC, les sports de combat, il y a un mec qui s'appelle Mighty Mouse, donc Demetrius Johnson, qui est un poids très léger, mondialement connu chez les gens qui savent de quoi on parle, mais qui est tellement sous-coté, qui est un des GOAT de tous les sports auxquels il a participé. Elric Legloire, pour moi, c'était Mighty Mouse de la vente, mais j'ai mis des années à m'en rendre compte. Ce mec-là, il a créé plus de valeur gratuite, là, du plus haut niveau que j'ai jamais rencontré, que n'importe quel mec qui a monté des écoles ou vendu des formations. Il n'en a jamais vendu quoi que ce soit. Maintenant, son chemin a été semé d'embûches, mais c'est positivement déroulé, et je sais qu'aujourd'hui, tout va bien pour lui. D'ailleurs, je l'embrasse vraiment sincèrement au passage. Et je vous invite vraiment, je mettrai le lien, si je suis pas un connard qui oublie, sur à peu près tous les endroits où vous pouvez trouver son contenu sur Internet, parce que ça vaut 1000 fois les écoles.
J'ai rencontré des mecs comme Victor Vatus, qui a été plus tard le fondateur de Sell Me This Pen en Amérique du Nord, qui est peut-être l'un des cabinets commerciaux, de recrutement commerciaux les plus prolifiques, qui ensuite a monté TrackRec, qui était la première solution qui pouvait attester du track record, donc du palmarès commercial d'un sales. Bref, que des mecs comme ça, qui à l'époque étaient très accessibles, qui le sont toujours peut-être, hein, mais dans le sens qui étaient moins occupés, beaucoup plus accessibles, et qui étaient d'une bienveillance assez déconcertante, ce qui m'a d'ailleurs donné d'autant plus envie de m'engouffrer dans cette brèche. Et je me suis rendu compte que les armes allaient se faire sur le terrain, donc très vite j'ai cherché des jobs. Au début j'ai pris des toutes petites missions, jusqu'au jour où je me suis dit, pépère, candidate chez les meilleurs, peut-être qu'on te donnera une chance. Et donc j'ai pas fait semblant. J'ai candidaté chez les meilleurs, à un point qui en était presque ridicule, puisque j'ai candidaté chez Salesforce, chez Xerox, pas chez Google, mais presque. Vous voyez, dans des boîtes où même un GOAT, même un vétéran, il applaudit du HUC au moment où il envoie le CV. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'y suis allé dans toute ma naïveté et ma sécurité intérieure, entre guillemets, en mode, les gars, vous en voulez pas, vous en voulez pas. Moi, j'ai toujours été connu pour aussi candidater de manière originale, de faire l'extra mile, de faire le plus. Donc j'ai été respecté par certaines boîtes et complètement laissé en vue par d'autres. Et donc j'ai légèrement recalibré mes exigences, mais en fait, c'est pas tant recalibrer mes exigences, c'était plutôt me rendre compte d'à quel point mon potentiel était plus compatible avec des boîtes peut-être un chouille en dessous que des GAFAM et des boîtes cotées en bourse. Donc c'est pas dire, c'est revoir mes exigences à la baisse, c'est revoir mon réalisme à la hausse. Et j'ai commencé à candidater dans une centaine d'entreprises normales, entre guillemets. Ça peut aller jusqu'à des HubSpot, par exemple, qui est un énorme CRM sur la place commerciale. Des entreprises très connues où j'ai vécu des super process de recrutement, comme Alan, la complémentaire santé qui a un peu éteint tout le game récemment, au sein de laquelle j'ai été pris en main par Donatien Laplace, qui est l'un de leurs accounts exécutifs, je crois, toujours aujourd'hui, qui m'a vraiment fait traverser un process de recrutement génial, à l'issue duquel ça n'a pas conclu, même si ça aurait pu. Et finalement, une des entreprises qui m'a décelé plus que évalué, c'est une entreprise que je vous ai évoquée juste précédemment, qui s'appelle Assess First, et dont j'avais passé les questionnaires, et des résultats desquels j'ai pu trouver de la valeur en partager. D'ailleurs, j'ai bêtement, sans trop réfléchir, partagé mes résultats au questionnaire Assess First, que je vous invite tous à aller remplir pour en apprendre plus sur vous. Et très vite, j'ai été représenté. Très vite, j'ai été repéré par monsieur Simon Baron en personne, le Chief Product Officer et l'un des esprits les plus brillants de cette boîte et de la planète, qui très vite a manifesté l'existence de ma candidature et de mes résultats à David Bernard, donc le fondateur de cette entreprise, qui a été peut-être le CEO qui m'a le plus impressionné dans ma vie, pour le dire avec franchise, en tout cas pour qui j'ai travaillé. Et ils m'ont tout simplement recruté en respectant leur promesse, qui est qu'on ne recrute que sur le potentiel des individus et pas leur déclaratif, et pas leur palmarès, et pas leur expérience. Et c'est là que j'ai pu, au travers d'allers et retours, puisque j'ai quitté et je suis revenu chez Assess First, comme ça a été le cas dans pas mal d'entreprises avec qui je me suis toujours entendu. Et c'est là où j'ai pu faire mes armes un peu plus solidement en sales. Entre-temps, j'ai aussi fondé une entreprise avec un ami, développer des départements très légers commerciaux au sein d'autres entités très naissantes. Bref, voilà ma genèse sur le milieu commercial. Ça ne vous apprend pas nécessairement grand-chose de manière théorique, mais ça vous permet peut-être, en tout cas aux aspirants, de vous rendre compte qu'il n'y a pas de trajectoire pour devenir sales, et c'est ça la beauté de la vente. C'est que il y a beaucoup de métiers qui peuvent un petit peu se targuer de ça, de dire « Ah, nous, tu sais, il y a 1001 manières d'arriver à notre métier ». Il n'y a pas beaucoup de métiers où il y a une infinité, pour ne pas dire aucune manière précise d'arriver à ce métier. La vente, si vous avez des tripes et du cœur, je vous le dis premier degré, hein, c'est pas pour faire des phrases grandiloquentes, si vous avez des tripes et du cœur et au moins 100 de QI, je ne vois pas d'équation où vous n'arriveriez pas au terme d'un effort suffisamment long et sincère à faire votre place, après à des hauteurs de résultats différentes, dans des industries différentes évidemment, avec des aléas, des embûches et des difficultés différentes et propres à chacun. La vente, c'est tout le monde peut. Mais vraiment, c'est vraiment la phrase que Oussama utilisait régulièrement, piquée du film Ratatouille, en la transposant au milieu entrepreneurial à l'époque où The Family
était légendaire. Elle disait « Anyone can be an entrepreneur ». Donc, il en avait même écrit un livre que je crois il n'a jamais publié. Ça ne veut pas dire tout le monde peut être entrepreneur. C'est l'erreur d'interprétation de cette phrase. Tout le monde, ça voudrait dire everyone. Anyone, ça veut dire n'importe qui peut être entrepreneur. Et moi, je me réapproprie cette phrase. N'importe qui peut être sales, à entendre de n'importe quel profil peut venir le futur prince du sales ou de l'entrepreneuriat, ou princesse du sales et de l'entrepreneuriat. C'est pas une blague. Le sales, c'est vraiment ça. Et au cours de ma carrière, et notamment depuis que j'ai revêti les galons de l'enseignement plus que de l'exécution, j'ai été témoin à 1000 reprises de ce phénomène-là. Il y a vraiment des profils, tu les vois venir. Non pas que tu te dis, il serait bon à rien, mais tu te dis, le sales, les gars, surtout pas, et tu les retrouves à l'issue de certains efforts d'apprentissage, de pédagogie, de travail, d'entraînement, en sachant que les moins dotés sont souvent les plus laborieux, les plus travailleurs. Tu les retrouves à des endroits et des avancements phénoménaux, et ça fait putain de plaisir. Tu vois, quand t'as un profil against all odds, comme ils disent dans odds dans le jeu, c'est-à-dire contre tout pronostic, finit par mettre une vitesse à absolument tous les gens de la même promo, putain, ça fait du bien. Alors, je dis pas qu'il faut que des profils comme ça, hein, mais ça fait du bien. Donc voilà, comment j'arrive dans la vente. C'était peut-être pas aussi puissant que je l'imaginais, et je m'en branle, au moins vous avez l'information. Encore une fois, j'insiste sur la dimension humaine de la vente. Vous n'apprendrez jamais autant sur l'humain, en dehors du fait, sauf si c'est votre métier, d'être dans la sociologie, la psychologie et toutes ces sciences humaines-là. Vous n'apprendrez jamais autant sur la vente, autant sur l'humain, d'autant de manières et par autant de cordes différentes que en apprenant, en travaillant dans la vente, littéralement, et je le pense au premier degré. On va atteindre la dernière partie de cette vidéo qui va répondre à votre question quasi énervée maintenant parce que je vous ai fait patienter. C'est pourquoi la présence du terme du triangle dans le titre. Pourquoi est-ce que je parle souvent de triangle, de triangulation dans la vente? C'est parce que c'est une manière de réunir les trois clés en fait de ce qu'est la vente réellement d'un point de vue dénué de toute considération technique, méthodologique, propriété intellectuelle, école spécifique, machin, etc. La vente, c'est la capacité à lire dans 3 corps de texte, entre guillemets, ou dans 3 langues. Prenez ça un petit peu comme vous voulez, la métaphore se construit au fil de mon propos, elle n'est peut-être pas exactement à droite comme je le souhaiterais. Quand vous rencontrez quelqu'un ou une situation ou une entreprise, vous ne pourrez jamais vendre, sauf en racontant des conneries, mais comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, à partir du moment où vous avez un agenda néfaste envers quelqu'un ou envers quelque chose, vous ne pouvez pas être en train de vendre, vous êtes juste en train d'arnaquer, d'escroquer, de braquer et de manipuler, donc ça ne peut pas être de la vente étant l'inverse de ça. Vous ne pouvez rien vendre à cette entité personne tant que vous ne savez pas lire les 3 langues suivantes, qui n'ont pas d'ordre défini, même si on va voir qu'il y a quand même un peu de... Il y a un peu si. Il faut que vous sachiez lire les douleurs. On va y venir. Il faut que vous sachiez lire les besoins. On va détailler également. Et enfin, et ça c'est ce qui demande le plus d'expérience, d'opportunités d'apprentissage, d'occurrence, d'entraînement et surtout de sagesse et de recul, il faut que vous sachiez lire les problèmes. Si vous savez lire les besoins, les douleurs et les problèmes, vous êtes absolument certain de pouvoir identifier les solutions que pourra et devra littéralement acheter l'entreprise ou la personne que vous essayez d'aider, à moins qu'elle soit complètement conne ou fauchée. Donc c'est-à-dire que on parle de savoir tellement ce qu'il lui faut qu'il faudrait qu'elle soit stupide pour refuser. C'est même pas réussir à lui rentrer un truc. Ça, c'est pas de la vente, les gars. Ça, c'est pas de la vente. La vente, c'est inévitable quand vous avez fait correctement votre taf, pour reprendre les termes d'un mec qui avait un style de vente un peu particulier et qui est un personnage de fiction, mais qui était, je sais pas si vous le savez, l'incarnation d'un réel personnage qui existait, qui s'appelait Charles Luciano, qui est tout simplement
le personnage qu'a créé Francis Ford Coppola sous le nom de Vito Corleone, à savoir le parrain, qui envoie ce qu'on appelle des offres qu'on ne peut pas refuser. Là, le fait que tu peux pas refuser l'offre, c'est parce que si tu as acheté un poney à ta fille la veille, si tu dis non, le lendemain, le poney, sa tronche, elle est dans le plus marking size de ta femme. Vous voyez de quelle scène je parle. Moi, quand on ne peut pas refuser des offres que je fais, ou tout autre bon vendeur, c'est parce qu'il est évident que c'est ce qu'il faut, et que son acceptation a été non seulement documentée et prouvée comme possible, mais a même été facilitée. Donc il faut être con pour dire non, mais ça n'empêche pas que des fois, on dit quand même des noms pour des mauvaises raisons. C'est pour ça que je vous dis que la vente est une affaire humaine. Et la plupart des blocages incohérents à l'issue d'une vente qui devrait se conclure est souvent un problème humain, et je sais que vous me sentez, tous les gens qui ont de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire savoir lire les besoins? Les douleurs, par exemple. On va commencer par les douleurs. Lire les douleurs, c'est pas arriver avec un micro et dire « Bonjour, Michel Prospect, peux-tu me dire où tu as mal ?» Même si il est vrai qu'à certains endroits, à certains égards, on pourrait vous donner de l'information exploitable avec cette question-là. Mais elle serait cantonnée à l'envie de vous répondre avec profondeur, à la motivation, à la disponibilité et surtout à la lucidité inflammatoire, si j'ose dire, de la personne à qui vous posez la question. Mais la langue de la douleur ou la danse de la douleur, vous devez surtout l'observer. C'est d'ailleurs celle que vous devez le plus observer. Elle ne s'écoute pas, elle ne se lit pas vraiment, elle ne se questionne pas d'un point de vue, vous n'interrogez pas, vous l'observez. Où est-ce qu'il y a de la douleur? La douleur, c'est-à-dire quelqu'un, vous tapez, aïe, j'ai mal, rictus, hostilité, prise de distance, réaction, douleur, c'est prouvé. Signal inflammatoire, détecté, c'est même captable d'un point de vue nerveux. D'accord? Si vous avez des électrodes, je sais pas comment on dit, aux bons endroits. Donc, quand François, assistant RH du groupe The Bee, qui est un très grand groupe des télécoms, évidemment, The Bee Telecom, qui a d'ailleurs éteint tout le marché, notamment son plus grand concurrent, Toz Info. Voilà, j'ai fini ma blague. J'aime bien m'enfoncer dans les blagues en ce moment. Double Toz Info. Quand François, assistant RH, fait pour la 15e fois de cette année un reporting extrêmement important, laborieux, sensible et vital pour de la prise de décision stratégique à ses échelons supérieurs, et que pour la 15e fois, le gars qui est censé le recevoir et l'ouvrir en réunion n'arrive pas à l'ouvrir parce qu'il se trouve qu'ils n'ont pas la même marque de PC ou de navigateur, je vous dis n'importe quoi, là, la douleur, vous pouvez la lire. C'est-à-dire que le gars qui ouvre le fichier pète les plombs, subit la pression sociale, notamment d'éléments supérieurs hiérarchiquement à lui, dans un cadre où la tension est à son paroxysme, à savoir une réunion stratégique, voire un COMEX, à qui, donc cette personne à qui on va potentiellement faire des reproches qu'il ne va pas vouloir assumer et encaisser seul, dont il va faire profiter et jouir une certaine partie à notre ami François. François qui va donc subir une pression et des stigmates de reproches qui ne devraient pas lui être faits, étant donné que ce n'est pas ce qu'on lui a demandé, etc. Vous voyez ce que c'est de la douleur? C'est ça. La douleur, c'est ça. C'est qu'est-ce qui te casse les couilles? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te prive de? Qu'est-ce qui te sidère d'un point de vue aberration négative? Qu'est-ce qui te fume? Okay, c'est ça la douleur. Si vous savez lire la douleur, vous avez déjà des pistes incroyables pour comprendre et donner lieu à des partenariats, collaborations, conversations et potentielles opportunités transactionnelles très élevées. Mais il y a une autre langue, il y a une autre dimension que si vous savez un peu la maîtriser, vous apportera encore plus, notamment grâce au fait que vous aurez été mis sur sa piste grâce à la douleur et grâce à votre compréhension et lisibilité de la douleur, c'est la langue, la danse, vous appelez ça, du besoin. Mais attention, la danse du besoin, ou la langue du besoin, j'ai pas bien arrêté les termes, vous m'en voudrez pas, c'est aussi à ça que sert cette chaîne, vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes un petit peu, pour le dire avec une forme poétique et respectueuse, vous êtes la pierre contre laquelle je viens aiguiser ma lame. La lame n'est pas aiguisée quand je viens. Elle est en train d'être aiguisée.
je fais le bouddhiste là, mais c'est putain de littéral ce que je vous dis. J'ai vu déjà dans les commentaires des gens qui l'avaient compris. Donc la danse, la chorégraphie, l'art, la science ou la langue du besoin, c'est un élément déclaratif, donc qui passe à travers des biais, qui sont des biais humains et qui sont dotés d'un pouvoir de déformation violent. Et ça, il faut que vous l'ayez à l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Le besoin ne va pas être une déduction de votre part, jamais. Le besoin va être une information que l'on va vous déclarer ou que vous choperez au passage parce qu'il a été déclaré à d'autres. Okay? C'est important. Ça n'est pas une déduction, une interprétation. D'ailleurs, dans la vente, il n'y a, en général, pas lieu de déduire, d'interpréter ou de supposer. Ce sont des délits dans le milieu commercial pour une raison simple, c'est que les bonnes décisions en vente qui donnent lieu à des deals sont construites sur des briques rigides et concrètes qui ne sont que de la certitude et de l'information obtenue, validée, voire parfois revalidée. Jamais sur de la supposition, surtout pas quand elle vient du commercial. Les besoins sont biaisés, mais dans les besoins, on trouve des douleurs que parfois on n'arrive pas à constater. Putain, j'en ai ras-le-bol de cet ordinateur-là qui rame et qui me casse la tête. Je dois envoyer 50 000 trucs à la journée à mon service. Je ne veux même pas rentrer dans les détails de cet exemple. Bon, j'ai besoin qu'on change le parc d'ordinateurs. Non, pas du tout. En réalité, les deux logiciels majeurs que tu utilises depuis le début dans tes fonctions ne sont non seulement pas à jour, mais ne sont pas les plus adaptés et compatibles avec ta structure informatique. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas de quoi je parle, hein, c'est pour vous donner un exemple. Tu changes ça, ça te prend 2 minutes en faisant venir un mec de l'IT, en commandant quelques barrettes de RAM supplémentaires et en mettant à jour 2 logiciels de manière gratuite, t'as plus de problème. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'un besoin n'est qu'une piste et doit être interprété comme déjà biaisé. D'ailleurs, un besoin qui n'est pas biaisé vous rapproche plus de quelqu'un qui est capable de se vendre à lui-même sans votre intervention que d'un prospect qu'il faut aider. La vente étant de l'aide apportée à quelqu'un dont la décisiogénie est paralysée par tout un tas de parasites. La prise de décision, voire même la conscience d'avoir une décision à prendre. Là, je viens de mettre une phrase, les gars qui ne sont pas dans le métier, je suis désolé, je vous ai éteint, mais c'est comme ça. Peut-être que cet épisode-là sera plus niche, mais c'est comme ça. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ne vous fiez pas à ce que vous disent les gens. Fiez-vous à ce qu'il y a potentiellement derrière. Et c'est tout un art, en tout cas un savoir-faire qu'on muscle avec le temps, que de savoir imaginer, c'est littéralement faire le mathématicien, faire de l'exercice de pensée. Ok, bon, lui, il me dit qu'il faut qu'il change ci, il faut qu'il achète ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme théorie derrière? Il va y avoir tout ce que la réalité va confirmer, d'ailleurs, avec votre expérience et votre palmarès et votre record de conquête d'opportunités. Vous avez tout un tas de listes de « je sais quand ces mecs-là me disent qu'ils ont un besoin A », dans la plupart des cas, ils ont soit la vraie douleur et le vrai problème B, ou C, ou D, ou E. Et au fur et à mesure, cette liste-là, vous l'augmentez, et dès que vous entendez un mec couiner parce que ci ou ça, vous savez finalement interpréter l'expression de son besoin comme une simple piste vers la vraie douleur. Donc le besoin, il est déclaratif. Par contre, ça le rend sensible parce que c'est compliqué d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous dit « j'ai ça ». Quelqu'un qui vous dit « j'ai mal », il n'y a pas de déclaratif, sauf si... si, c'est déclaratif, mais sauf si la personne est folle ou que son système nerveux est malheureusement touché. Elle vous dit « j'ai mal au bras », c'est qu'elle a mal au bras, a priori. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous dire qu'elle a mal au bras si elle a mal au lobe d'oreille. Donc là, vous pouvez vous y fier, et d'autant plus que ce que je vous ai dit, c'est pas tant que vous allez vous orienter vers écouter les douleurs, mais c'est plus aller voir devant vous. C'est plus de voir quelqu'un faire « aïe » que quelqu'un qui vous dit « j'ai mal au bras ». Le besoin, il ne peut vous être que déclaré. Donc vous devez savoir qu'il passe à travers une grille de biais, mais aussi que ça va être compliqué de dire à Jojo qui vous dit « j'ai besoin de ça », il vous le dit parce qu'il a mal, hein. Il vous le dit parce qu'il n'en peut plus. De lui dire « non, non, pas du tout ». Parce que tu es con, Jojo, que tu n'as rien compris, tu as besoin de ça. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Et enfin, la dernière langue, la dernière dimension, le dernier élément, la dernière danse qu'il est sage de savoir exécuter, c'est la plus compliquée, parce que déjà, elle maîtrise d'avoir une ceinture noire dans les deux domaines précédents, à savoir la lecture des besoins et la lecture des douleurs, c'est la lecture des problèmes. Et en réalité, c'est pas une lecture, c'est la capacité à trouver le problème. On ne lit pas vraiment un problème, on le décèle, on le révèle,
on l'excave, je ne sais pas si ça se dit, vous voyez littéralement l'archéologie, c'est-à-dire on sait que, a priori, si on ne nous a pas mal rencardé dans ces 2 hectares, il y a un truc, on y va, on fait du quadrillage et tout, on arrive sur une zone où on a l'impression que la densité du sol, je dis n'importe quoi, je ne suis pas qualifié, peut potentiellement indiquer, donner l'indice de la présence de ce qu'on cherche. On va commencer à approfondir doucement, mais ça va nous prendre du temps, ça va nous demander une technicité, une subtilité, et parfois du temps dans des quantités assez astronomiques et qui ne sont pas à la portée de tous. Et à un moment donné, avec le pinceau, on va voir quelque chose apparaître. Ce qui peut avoir pris beaucoup de temps, ce qui peut avoir été gêné par des intempéries et des choses inhérentes à la nature incontournables, et ce qui peut avoir été à l'encontre des propriétaires, des ayants droit sur le terrain, ou en tout cas sur la propriété à l'intérieur de laquelle vous êtes en train de faire votre excavation. Okay, je viens de vous donner une métaphore de ce qu'est la vente. C'est pas parce que quelqu'un vous dit j'ai un besoin et que vous savez qu'en fait non, mais vous allez lui expliquer parce qu'il a un problème, qu'il va écouter ce que vous dites. Il va falloir que vous lui fassiez prendre conscience d'eux, plutôt que il va falloir que vous lui expliquiez. Plus un sales explique, moins il fait prendre conscience. J'ai pas trouvé de mots. Voilà. Je détaillerai ça dans des vidéos plus pédagogiques et plus axées enseignement-vente, mais vous avez compris l'idée. Mais quand vous avez réussi à identifier le vrai problème d'un individu, d'une société, et que vous travaillez à en faire naître une preuve irréfutable, assimilable par n'importe quel niveau d'expertise et de connectivité au sein du vivier de décideurs potentiels de cette boîte, que vous produisez même des outils pour qu'eux-mêmes entre eux se disent oh, « Putain, t'as vu ce qu'il a envoyé le mec? Putain, mais c'est vrai, on n'avait pas vu que, on n'avait pas vu que, on n'avait pas vu que, c'est « Bonjour docteur, j'ai mal à la tête, donnez-moi un aspirine. » Et à un moment donné, on va dire « Regardez monsieur, si on déshabille le docteur de son autorité naturelle qui en fait de lui un dominant intellectuel sur le patient, vous tombez sur un patient défiant, méfiant, sceptique, voire complotiste, le mec, quand vous allez lui dire non, en réalité, ça n'est pas une céphalée que vous avez, c'est une tumeur au cerveau. Si à un moment donné, vous lui montrez pas quelque chose, bon, ça ne veut pas dire que Jojo, plaquiste, il est capable d'interpréter une échographie ou je sais pas quoi, parce que je sais pas comment on va, une radio. En tout cas, il a un truc tangible dans les mains, et quand il le montre à quelqu'un qui a eu le même problème que lui ou qui est censé être un diagnosticien avéré, ça valide. Voilà ce qu'est le fait de savoir déceler, révéler, ne pas précipiter la prise de conscience et la prise en considération d'un problème. Okay, je vais m'arrêter là sur le détail du triangle parce qu'il faudrait plusieurs vidéos pour vous apprendre à trianguler un prospect, mais je vais justement terminer cette explication sur le terme trianguler, parce que ça sert à quoi d'avoir un triangle? En fait, j'utilise le terme triangulation qui nous vient de l'univers du calcul de coordonnées GPS. Si vous savez qu'un point A est là, un point B est là, et que vous connaissez la distance théorique d'un point C entre avec A et avec B, vous n'avez pas besoin de savoir exactement où est le point C, puisque vous pouvez calculer son emplacement. C'est comme ça que fonctionnent, je ne sais pas si vous le savez, beaucoup de systèmes de géolocalisation, notamment de GPS. Intéressez-vous, vous tapez triangulation. Voilà. Là, vous allez me dire, oui, mais là, tu as déjà le triangle. Donc, qu'est-ce que tu vas repérer avec ces 3 points? Imaginez que ces 3 points, quand ils sont correctement exploités, ils vous permettent de trouver l'emplacement, ou en tout cas de révéler la nature de la solution réellement adaptée, et la plus adaptée d'ailleurs, parce que parfois vous pouvez avoir plusieurs solutions à un même problème, c'est même quasiment toujours le cas, la plus souhaitable, la plus arrangée, la plus compatible, la plus compréhensible, et donc achetable par la personne à qui vous allez enfin réussir à prouver l'existence d'un problème, duquel donc vous avez une solution, pour lequel donc vous avez une solution, après avoir interprété ses déclarations en termes de besoins, mais aussi avoir analysé son comportement d'un point de vue douleur. Voilà à quoi ça sert ce triangle, et je peux vous dire que quand vous savez articuler ces termes auprès d'interlocuteurs intelligents, ouverts, et qui parlent la même langue que vous, ça devient très compliqué si les échelles financières et la charge logistique et morale de s'offrir les services que vous vendez ou les produits que vous vendez, ça devient compliqué de rater une vente.
C'est ça la vente. La vente, c'est aider des gens à prendre conscience qu'une décision est dans le pipe des décisions à prendre, d'éclaircir la décision pour ne pas qu'elle ressemble à une autre et qu'elle soit biaisée ou annexée, et enfin, faciliter cette décision sans jamais introduire le moindre de vos orteils dans sa prise. Ça n'est pas à vous de la prendre. Vous êtes plus dans la vente dès lors que vous forcez la prise d'une décision, que vous immiscez votre jugement et votre intention dans la prise d'une décision. Vous devez faciliter la prise de décision, la décisiogénie du prospect. Je vais terminer là-dessus. Voilà ce qu'est la vente pour moi. Et pour beaucoup de gens, la vente, c'est pour ça que c'est un des métiers les plus difficiles, où il est très dur de trouver des formations viables, où des boîtes qui ont compris que c'était le nerf de la guerre et le poste absolu et indispensable, et je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais il n'y a aucune preuve du contraire, il y a même toutes les preuves que c'est le cas, que c'est souvent un des jobs où on laisse le plus de potentiel rémunérateur. Ça ne veut pas dire qu'on paye bien les sales, mais quand il y a besoin dans les boîtes qui savent que la vente a fait ses preuves, c'est là où on met le plus de potentiel à devenir riche, j'espère en tout cas pour les boîtes saines. C'est un peu le sale boulot, c'est l'infanterie, c'est ceux qui vont au front, mais c'est ceux sans qui en fait aucune boîte ne peut respirer, sans chiffre d'affaires qui rentre, point d'investissement, point de rémunération pour les salaires qui permettent de tenir la boîte, de tenir la delivery et qui permettent de faire exister l'entreprise. Donc la vente, c'est la clé, la vente, c'est la base, la vente, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre entreprise. Et donc, si vous ne savez pas dans quelle direction aller et que vous voulez potentiellement optimiser vos chances de continuer à vous en sortir dans la vie, peu importe depuis quelle situation vous vous reconvertissez ou depuis quel cas, depuis quel environnement, entourage et situation professionnelle vous arrivez, ce ne sera jamais une mauvaise décision d'essayer d'apprendre la vente. Si c'est insupportable pour vous en douleur, je vous déconseille de vous obstiner trop longtemps. Poussez peut-être un peu le bouchon. Parce que la vente, c'est un métier, et je ne le dis pas pour me faire mousser moi, parce que je suis sales, mais je suis plus très exécutant. C'est un des métiers les plus durs du monde. Mais littéralement, c'est un des métiers les plus durs du monde. Évidemment, cette difficulté va être facteur aussi de l'industrie dans laquelle vous vendez, du persona auquel vous vendez, du type de produit et de leur complexité intrinsèque desquels vous vendez, etc. etc. Il n'y a pas plus vrai que cette phrase-là. Et c'est parce que c'est le plus difficile que c'est là où il y a le plus de résultats pour les braves et pour ceux qui auront un peu le courage de foncer dedans. Si c'est quelque chose que les autres ont décidé d'interpréter comme le sale boulot, bonne nouvelle, tous ceux qui se retrousseront les manches, qui mettront leur ego dans la poche et qui comprendront que c'est peut-être une feinte, un piège et une illusion de croire que c'est de la merde alors qu'en réalité, derrière se cache peut-être un trésor, tous ceux qui auront ces traits-là auront une chance d'y arriver à condition de se la donner, d'être un petit peu patient, d'être humble et d'être, et ça c'est vraiment le qualificatif indispensable, coachable et d'aller au-devant de leur montée en compétences, proactif dans leur envie d'apprendre et surtout de pratiquer en conditions réelles. Voilà. Si cette vidéo a pu donner l'espoir à une personne dans sa situation commerciale actuelle complexe ou a pu donner envie à une personne de se frotter ou de se pencher un peu plus sur la génération d'opportunités d'affaires et donc l'activité commerciale, qu'elle soit au profit d'une entreprise ou d'une personne ou d'une institution, eh bien j'ai tout gagné. Bientôt d'autres épisodes concerneront encore cette expertise-là. J'espère que ça vous a plu et je n'ai pas envie de terminer sur une phrase toute faite de conclusion parce que ça me fait chier.